Je vais vous partager mon écran et on va parler de l'histoire de Coinbase. Alors, mi-mai, il y a eu un petit communiqué de Coinbase, je ne sais pas si vous l'avez vu passer là, le 15 mai. Moi, c'est des choses que je suis d'assez près parce qu'en fait, tout ce qui est cybersécurité, c'est un domaine qui me passionne toujours, hein. J'ai travaillé là-dedans pendant plus d'une dizaine d'années et il y a eu une fuite de données chez Coinbase. Alors bien sûr, ils l'ont pas diffusé de partout, hein, il ne faut pas non plus se leurrer. Donc ils ont fait ce communiqué. Et je pense que c'est le meilleur point de départ parce qu'il y a eu plein de spéculations comme d'habitude dessus. Et moi, j'aime bien reprendre les informations factuelles et surtout les communiqués officiels parce que c'est ceux sur lesquels on est censé pouvoir se baser. Bien sûr, il faut pas se leurrer, ils ont tendance à les édulcorer pour arriver à bien tomber comme ça les arrange, hein. Donc là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, on a des criminels qui ont ciblé en fait le support client, ce qu'ils appellent en overseas, c'est en outre-mer. C'est des supports clients qui ne sont pas dans leurs locaux aux États-Unis. Hem, Aujourd'hui, la majorité des supports clients des très grosses structures, pour couvrir à peu près tous les fuseaux horaires, vont avoir des personnes, en Inde, aux Philippines, en Amérique du Sud, quelques-unes en Afrique, pour avoir à peu près tous les fuseaux horaires et pour avoir des personnes qui vont parler l'anglais un peu de partout dans le monde. Et donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a eu un petit groupe, de personnes qui faisaient partie des insiders, donc des personnes qui travaillent au sein du support, qui ont copié des données utilisateurs via, l'outil de support et ça représente à peu près, moins d'1 en fait, des utilisateurs de Coinbase qui ont échangé avec eux. Mais ça fait partie des éléments et donc sur les informations qui ont fuité, vous avez les noms, adresses, téléphones, emails et quelques informations comme, des numéros de compte en banque et des identifiants, des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire. Je cherche à chaque fois les noms en français, hein, pour vous les traduire, du mieux possible et pour les comptes de société, quelques, informations qui contiennent, des informations de société, des registres de société. Hem, les attaquants, ils ont essayé d'extorquer, 20 000 000 à Coinbase en échange des données et donc Coinbase a dit: «Non, c'est hors de question, on ne vous file strictement rien». Plusieurs, problématiques. La première étant que c'est toujours l'utilisateur qui paye les pots cassés à la fin. Parce qu'en fait, c'est les utilisateurs qui vont recevoir des emails de phishing, qui vont recevoir des SMS, qui vont recevoir des courriers dont leurs informations personnelles ont fuité. Et là, une fois que vos informations personnelles ont fuité, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous n'allez pas changer de nom, vous n'allez pas changer d'adresse. Le numéro de téléphone, vous pouvez changer, les emails, vous pouvez toujours en recréer un autre, mais votre carte d'identité, vous ne pouvez pas la changer comme ça. Votre passeport, votre permis de conduire, c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand vous vous intéressez un peu à la technologie, il y a tout l'aspect zero knowledge qui est hyper important. Et donc, c'est se dire, OK, on arrête avec ces vérifications d'identité comme on les connaît actuellement, les KYC, où vous allez fournir un nombre d'informations qui est juste extrêmement important et ces informations-là, vous ne savez pas comment elles sont stockées, vous ne savez pas comment elles sont traitées. Il y a beau avoir des réglementations, on sait très bien que dans la réalité, il y a une marge de manœuvre qui est juste énorme. Ce qui est intéressant de voir comment ça évolue, c'est de se dire on va avoir une identité numérique, donc un espèce de passeport numérique, et à partir de là, on va pouvoir s'authentifier, s'identifier de partout sur les différentes plateformes. Donc voir qui la gère, mais il faut que cette identité numérique, elle passe par ce qu'on appelle du zero knowledge, c'est-à-dire on peut vérifier les informations sans y accéder. Ça, c'est vraiment une technologie qui est très intéressante, qui essaie d'évoluer, mais qui est extrêmement complexe à développer. Et il faut de plus en plus aller vers cette technologie-là. Il faut de plus en plus tendre vers cette technologie-là. Et j'aimerais beaucoup, moi en tout cas en tant qu'utilisateur, je suis comme vous, hein, quand il y a des fuites de données, je suis autant impacté que vous, il ne faut pas se leurrer. J'aimerais de plus en plus que les plateformes centralisées aillent vers ces éléments-là. Ce qui permettrait également aussi de résoudre ces conflits qu'on a dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, vous savez, on est les champions de la réglementation. On fait des lois pour tout. Vous avez envie de sortir 5 minutes, on va vous faire une loi avec un petit papier à signer. Pour ceux qui se rappellent du Covid en France, ça doit bien vous parler. On a en ce moment 2 lois qui sont juste en conflit l'une avec l'autre. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle le RGPD, qui est le règlement général à la protection des données en Europe, qui date déjà d'une dizaine d'années. Et vous avez la loi MiCA qui est la loi, sur les cryptoactifs. J'ai simplifié, mais globalement, c'est un petit peu ça. Le RGPD dit tout organisme qui traite des données personnelles
doit faire attention à la manipulation et essayer de les anonymiser de la manière la plus simple possible pour éviter qu'on ait des données utilisateurs qui fuitent. Ça, d'un point de vue théorique, très bien et d'un point de vue utilisateur, très bon respect. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Dans la réalité, j'ai travaillé dans la cyber, c'est appliqué de manière très lointaine. Et vous avez Mika qui, de l'autre côté, dit: «Pour éviter le blanchiment d'argent dans les cryptos, il faut que tout soit tracé et qu'on connaisse l'identité de tout le monde». Donc d'un côté, on dit: «Il faut protéger les données utilisateurs», de l'autre côté, on dit: «Il faut tout tracer». Et donc on a des plateformes centralisées, elles sont schizophrènes. On leur dit d'un côté: «Vous ne devez pas posséder les données utilisateurs pour éviter les fuites de données ou les anonymiser», et de l'autre côté: «Vous devez tout tracer et tout nous donner». Et eux, ils sont en mode: «On fait comment? On fait comment pour tout vous donner sans rien garder?» Donc voilà, moi, c'est quelque chose où je vois qu'en Europe, on a des conflits intellectuels, en fait, derrière et qu'on a beaucoup trop de normes. Voilà, c'est juste d'un point de vue factuel. Après, mon avis, je pense que vous commencez à le connaître, sur ces inepties, qui sont poussées par des politiciens qui sont déconnectés de la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que maintenant, c'est ça qu'il faut regarder. La première chose, c'est voir ce qui a pu fuiter sur vous. Est-ce que vous faites partie des personnes dont les données ont fuité? Il y a des sites qu'on présente nous dans l'espace de formation qui vous permettent de savoir ça, de pouvoir tracer un petit peu ce qui a fuité sur vous. Ça, c'est hyper important. Déjà pour vous aider, vous pouvez déjà juste googliser votre nom et votre prénom sur Google et voir ce qui en ressort. Et vous allez être surpris de voir un peu toutes les données personnelles qu'il peut y avoir. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez protéger vos comptes? Il y a ce qu'on appelle de la double authentification. Pareil, ça on en parle, également dans le programme de formation. Ça va vous envoyer un code, un deuxième facteur, un code supplémentaire suite à votre mot de passe. C'est-à-dire que si votre mot de passe a fuité, l'attaquant va pouvoir se connecter dessus, mais s'il ne reçoit pas le code, par exemple dans votre banque, pendant une époque, vous receviez des SMS. Maintenant, c'est en train de changer, c'est en train de passer par les applications, mais vous receviez des SMS. Ça, c'est ce qu'on appelle un deuxième facteur d'authentification. Et après, vous avez des cartes à puce, il y a plein de choses à faire pour augmenter le niveau de sécurité. Et surtout, et pour moi le plus important, c'est de ne jamais laisser de fonds sur une plateforme centralisée, quelle qu'elle soit. Je dis bien quelle qu'elle soit. Je sais qu'on le répète, je sais qu'on le rabâche, mais en fait, vous faites piquer vos creds sur Coinbase. Si vous n'avez pas de fonds dessus, l'impact, il est quasi nul. Quasiment. Vous devrez changer les mots de passe, vous devrez resécuriser votre compte, mais il est quasiment nul. Vous avez des fonds, ils vous vident vos fonds. Voilà. Cette fuite de données, il y a des articles qui sont sortis là encore récemment. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu, je ne sais pas si voilà, je peux pas bien plus. En fait, ils ont déjà été prévenus plusieurs mois à l'avance. Vous voyez, le communiqué il était fait en mai 2015, le 15 mai 2025, mais les équipes internes, ils étaient déjà prévenus en fait en janvier qu'il y avait une entreprise qui exfiltrait des données, qui faisait fuiter des données. Ils ont mis 4 mois avant de bouger. Cette entreprise, c'est tout simplement Taskus et Taskus, ils ont déjà été topés parce qu'en fait avec Spotify, ils faisaient déjà la même chose. C'est une boîte qui est en Inde, il n'y a pas les mêmes réglementations, il y a un turnover qui est extrême et donc les mecs s'amusent en fait à vendre les données personnelles. Et ça aujourd'hui les sous-traitants, c'est une vraie problématique. Alors bien sûr, il y a eu différentes plaintes qui ont été déposées, que ça soit aux États-Unis, que ça soit, en Angleterre. Vous voyez? Il y a eu hop, j'ai une mouche qui vient se poser sur moi. C'est les joies de faire des lives. Vous avez 200 salariés qui ont été licenciés, mais en fait, ça recommencera parce que les processus et les procédures internes sont complètement à la masse. Dans cette, course à retracer et voir ce qui s'était passé, ce que les attaquants avaient pu récupérer, vous savez, vous avez ZachXBT. ZachXBT, il commence à être assez connu, c'est une personne qui fait des investigations sur la blockchain et les attaquants se sont amusés, on va dire, à, le troller parce que les fonds qu'ils ont pu voler, ils les ont déplacés, ils ont fait, un swap, via Torchain et ils se sont amusés à laisser un message directement sur la blockchain avec une vidéo en disant: «C'est pour toi ZachXBT, va t'amuser à regarder ce qu'on fait». Donc voilà, c'est pas génial, mais la Coinbase, quand ils ont estimé un peu l'impact que ça allait pouvoir avoir sur les utilisateurs, on parle d'une perte potentielle entre 180 et 400 millions entre le coût pour remédier à ces problématiques de sécurité et la compensation des utilisateurs. L'avantage que Coinbase reste une très grosse structure, qu'ils ont les capitaux, je vais pas les pleurer, hein, Coinbase, hein, pour ça. Parce qu'ils ont tiré les coûts
avec une boîte en Inde pour faire le support et que maintenant ça va leur coûter beaucoup plus cher. Ça, quand on fait de la sécurité, on le fait by design, on ne le fait pas après, ça coûte toujours plus cher. Mais voilà ce que je voulais vous présenter, je voulais vous en parler parce que potentiellement vous avez été impacté. Il y a eu bien sûr, une petite chute du cours du coin qui est l'action Coinbase tout simplement. Mais, globalement ça va remonter sur le court terme parce que c'est pas non plus une fuite de données, qui est monstrueuse. Ça impacte un peu ce utilisateur, mais ça fait mauvaise presse. Et quand la presse parle de la crypto, la presse, mainstream, le problème c'est qu'ils vont prendre toujours ces cas-là et qu'ils vont les sortir de son contexte en disant: «Regardez, il y a encore une des plateformes centralisées qui, en plus cotée en bourse, s'est fait pirater». Ils vont juste balancer ça comme titre. Alors que si vous comprenez, vous dites: «OK, c'est uniquement les personnes qui interagissent avec le support, 1 des utilisateurs, sous ces conditions-là, ça ne devrait pas avoir lieu». Je suis totalement d'accord avec vous, mais ça reste minime et pour l'instant, aujourd'hui, ils ont les capacités financières à rembourser les fonds qui ont été piratés. Merci pour les infos, toujours intéressant d'apprendre, même si pas concerné pour le moment. Bah, j'espère en tout cas que vous êtes pas concerné, mais si vous l'êtes, faites attention à vous. Prends pas la mouche, Mickaël. Ouais, mais il y en a une qui tourne là, qui m'embête depuis tout à l'heure. Faut que j'arrive soit à la dézinguer, soit à ouvrir une fenêtre. Heu, j'ai vu pas mal de problèmes avec Mexi, ça m'inquiète un peu. Oui, alors, le problème de ces plateformes-là, c'est que déjà, il faut comprendre le modèle économique d'une plateforme centralisée. Je sais qu'on le répète régulièrement, mais le principe d'une plateforme centralisée, c'est de proposer un maximum d'échanges, de gagner un maximum d'argent sur les frais de transaction. C'est ça, leur modèle économique, c'est de gagner un maximum d'argent sur les frais de transaction. Donc plus ils vont référencer des choses qui sont dans le moment, plus ils vont avoir tendance à avoir d'utilisateurs. Et Mexi, dans les plateformes, ils ont tendance à ne pas filtrer ce qu'ils vont mettre sur leur plateforme. Vous avez des plateformes comme Coinbase, Kraken et autres, les projets doivent payer des montants qui sont astronomiques, on parle de plusieurs millions, et donner certaines allocations aux plateformes pour être référencées dessus. Mexi, ils vont plutôt avoir tendance, même s'ils le font, à récupérer tout ce qui traîne que personne ne veut et à le mettre à dispo. Donc faites très attention à ce qu'il peut y avoir dessus et vraiment, s'il vous plaît, ne laissez pas des fonds dessus. Quelle que soit la plateforme centralisée et encore plus des plateformes qui jouent avec ce type de produit et qui ont des problèmes réglementaires. Parce que Mexi, ils se sont fait taper dessus de mémoire, pour des problèmes réglementaires. C'est écrit n'importe comment, désolé, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude quand on tape un petit peu vite, de reprendre tout ça. Hem, du coup, tu conseilles de faire du hedge plutôt que du levier pour les gens du commun des mortels et ainsi jouer sans perdre de capital? Tout à fait. Vraiment, si vous devez retenir ça. Prenez les statistiques. On n'est pas là pour vous dire c'est bon ou c'est mauvais. Prenez les statistiques et en fait, vous allez voir que la majorité des gens qui jouent avec des effets de levier se font rect et d'une force extrême, extrême. Sur Binance, à une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais de mémoire, il y a des effets de levier en x50. En x50. La moindre variation, alors faire du hedge, c'est, faire du holding, c'est-à-dire les garder les cryptos, dans votre portefeuille. La moindre variation en x50, vous faites liquider à la hausse comme à la baisse. Et dans la très, très grosse majorité des cas, vous allez vous faire liquider à la baisse. Donc oui, s'il vous plaît, évitez les effets de levier, évitez, le trading, journalier. Quand on parle de trading, c'est tout simplement, c'est là où c'est un peu compliqué en français, c'est que juste ça veut dire acheter et vendre. Faire de l'achat et de la vente, tous les 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, oui, c'est une position bon père de famille, c'est une position long terme, c'est une position qui pour moi est intelligente. Faire de l'achat-vente toute la journée, en plus que ça vous prend du temps, vous allez perdre votre capital. Je vous ai montré les stats encore mercredi. Et les effets de levier, c'est juste vous rajoutez une couche de risque sur tout ça. Donc s'il vous plaît, oui, en tant que débutant, évitez ce genre de choses. Vraiment, vous, mettez ça sur un portefeuille physique. Je sais que certains boudent un peu les équipes de chez Ledger. C'est votre choix. Moi, personnellement, je les ai rencontrés, techniquement, c'est des brutes. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a des défauts aussi chez Ledger. La communication, elle est pas bonne. On en parle, hein. Ils ont des fois des manières d'apporter leur service, le service client qui est pas bon et autres, mais ça reste des produits qui sont fiables. Le produit physique, le ledger physique, c'est un produit qui est fiable. Chez les concurrents, si on peut placer des concurrents, vous avez Trésor aussi qui est très bon. Pourquoi aller sur des produits qui viennent de sortir? Souvent, ça me fait beaucoup rigoler quand vous êtes dans le milieu de la cybersécurité, que vous voyez les nouveaux produits qui disent: «On est plus sécurisé que l'autre».
on est plus sécurisé parce qu'on a la norme Intel. La norme Intel, dans la majorité des cas, c'est déjà une puce NXP, c'est une puce cryptographique. Donc, c'est elle qui est certifiée et c'est la même qui va être utilisée dans plein de wallets. Donc, en fait, c'est pas vous qui avez les certifs. Et les certifs qu'ils vont avoir, c'est des certifs qui sont de la paperasserie. C'est-à-dire qu'ils ont fait les documents. Ça veut pas dire qu'ils sont sécurisés, ils ont fait les documents. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Et faites attention surtout à la portée aussi de ces certifications. Pour avoir aidé des sociétés à se certifier, il y en a qui font ça très bien, qui certifient vraiment le panel complet du produit en disant toutes les couches, que ce soit la couche matérielle, que ce soit la couche logicielle. Et il y en a qui vont certifier le processus d'achat des stylos. Oui, la société est certifiée, mais le processus d'achat des stylos, on s'en fout. Donc voilà. Et Groupor qui dit variation de 0,2% des cours étaient liquidés. Exactement, c'est le x50. Et je crois que ça a été retiré d'un point de vue réglementaire. Parce qu'il y a trop de personnes qui se faisaient rect, en fait. J'ai vu passer sur une plateforme jusqu'à 500 d'effets de levier. Mais oui, mais en fait, ça vient de la débilité. Et là, clairement, c'est en gros, vous dites bonjour, je donne de l'argent à la plateforme. C'est littéralement ce que vous faites quand vous jouez avec les effets de levier. J'ai besoin d'essayer de faire du levier. Question de caractère, il fallait que je comprenne, ça m'a coûté cher, je peux me former au Edge maintenant. Exactement. Ouais, ouais. Tu parles du x50, mais sur Bitgate, c'est 125. Ouais, mais je traîne pas sur ce genre de plateforme parce que c'est juste des aspirateurs en fait à pognon. Ouais, James Wynn, mais exactement, qui est en train de quémander. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai suivi de loin cette affaire, donc ne me prenez pas sur les détails parce que je les aurai pas. Mais globalement, c'est un trader qui s'amuse à faire des paris sur les cours et qui se fait liquider très très régulièrement et qui va quémander à sa communauté du pognon pour rattraper ses bêtises. Ça, pour moi, c'est le pire des profils. Tu fais des bêtises, tu les assumes jusqu'au bout en fait. Mais ouais, ouais, c'est un très joli profil. Ça fait limite de la peine. Moi, ça me fait de la peine pour les gens qui leur donnent de l'argent à ces personnes-là. Ils se font rect. Ils vous expliquent comment se faire rect, vous les suivez et en plus, vous leur donnez du pognon. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre la psychologie derrière derrière les personnes qui donnent de l'argent sur ça. Alors, on va rester un peu sur l'aspect sécurité comme ça. J'essaie de regrouper un peu les sujets, hein. Très juste, mais il y a aussi d'autres méthodes pour te protéger. N'utiliser qu'un seul dédié. Mot de passe, qu'un mot de passe dédié. OK, rien ne doit être stocké dans les appareils. Pas la mouche. Posez-vous les questions. Ouais, alors, tu as écrit n'importe comment. Effectivement, c'est le cas. Je suis en train d'essayer de remettre les trucs en place. Oui, effectivement, pas un mot de passe de partout qui est le même. Là, on est bien d'accord. Des gestionnaires de mots de passe, s'il vous plaît, pas des gestionnaires de mots de passe en ligne, pas des OnePass, pas des LastPass, pas ce genre de choses. C'est pratique, mais c'est une catastrophe. Ils sont déjà fait pirater. Et là, tout le mot de passe se retrouve dans la nature. Et après, il y a plein d'autres éléments. Effectivement, avoir un matériel déconnecté, dédié, pardon, pour la crypto, c'est l'idéal. Éviter de faire tout et n'importe quoi, de pas travailler en admin. Il y a plein d'aspects, et ça, pareil, j'en parle dans l'accompagnement parce que je peux pas en parler comme ça en live sur un coin de table. Il y a plein de choses à faire qui vous permettent au moins d'avoir les grandes pratiques de sécurité qui sont pas très compliquées à implémenter. Ça me fait plaisir de voir les commentaires que vous aimez et autres. Je préfère ça aux insultes, ça me fait toujours plus plaisir. Alors, question d'Anthony. Faire travailler ses stablecoins via sa ledger en bear, intéressant. Alors ça, j'ai vu passer ça, justement. Et je pense que c'est quelque chose qui est important que vous compreniez. Ils ont fait des communications en plus récentes à ce sujet-là, les ledgers, en disant avec Clean, en disant ça y est, vous pouvez faire travailler directement depuis votre ledger. Quand vous êtes sur Ledger Live, je peux pas vous présenter là, j'en ai pas en phase de test. Mais quand vous êtes sur Ledger Live, vous avez plusieurs choses. Vous avez la première partie où vous avez vos portefeuilles qui sont reliés à vos clés de sécurité qui sont sur votre Ledger. Et après, vous avez une partie qu'ils appellent, je crois que c'est application d'apps ou j'ai plus l'intitulé exact. Et en fait, quand il vous faut faire du rendement, et je sais que beaucoup de personnes se sont plaintes, là j'ai vu passer un commentaire la dernière fois sur ça. Sur le stacking déjà, avant de parler des rendements sur la partie stablecoin, sur le stacking, ils disent stacker facilement vos Ethers en quelques clics. Sauf qu'en fait, quand vous stackez vos Ethers, ils vont vous les faire stacker sur Lido. C'est écrit, c'est pas caché. C'est qu'en fait, quand vous cliquez sur stacker, il passe dans la partie application décentralisée et tout simplement, ça fait une interface visuelle, mais qui est une interface de connexion vers Lido.
Donc, quand vous allez stocker vos fonds, vous les déléguez. Si on parle de stablecoin, Clean, c'est du lending, que je dise pas de bêtises. Bah, en fait, vous allez mettre vos stablecoins sur cette plateforme-là. Si cette plateforme-là se fait pirater, Ledger n'est pas responsable. Eux, ils font juste la connexion entre les deux. Si demain, vous preniez un MetaMask, que vous connectez votre Ledger dessus et que vous alliez sur Clean, c'est exactement pareil. C'est juste une interface visuelle, mais ce n'est pas eux qui portent la sécurité. Donc, faites très attention à ce genre de choses. N'allez pas vous amuser à passer par Ledger en disant c'est sécurisé parce que ça reste sur mon Ledger. Faux, ça ne reste pas sur votre Ledger. Vous donnez l'autorisation au protocole de venir taper dans vos fonds. Et c'est pour ça qu'il y a une très grosse différence entre l'aspect visuel, qu'on appelle le front-end sur les applications, et le back-end qui est ni plus ni moins que le code qui tourne derrière. Et ce code qui tourne derrière, c'est lui qui va réellement avoir les droits. Donc, si vous donnez des autorisations qui sont très larges, ce qui arrive sur plein de protocoles à l'heure actuelle, ils peuvent même vous prendre plus que ce que vous aviez donné. Je m'explique. Vous allez sur une application de lending. Vous lui dites, OK, je veux déposer 1000 USDC en lending. Si au moment de signer l'autorisation, il y a un 0 dans l'autorisation, ce qui arrive régulièrement, ce qui s'appelle illimité. C'est-à-dire que vous donnez le droit au protocole de venir piocher autant de fonds qu'il le souhaite sur les USDC. Si vous avez 10 000 USDC, vous allez lui en donner, vous allez dire j'en dépose 1000, mais dans la réalité, si le protocole se fait pirater, l'attaquant pourra récupérer l'intégralité de vos USDC sur votre ledger, sans que vous validiez quoi que ce soit, parce que vous avez déjà donné cette autorisation. Vous voyez? Donc très intéressant. Faire travailler ces stablecoins via sa ledger en bear, oui, c'est faisable, tout à fait sur des protocoles qui sont sérieux. Tu mets sur du AAV par exemple, avec une assurance pour t'assurer qu'il n'y ait pas de souci, ça tourne plutôt assez bien. Benjamin, tu envisages de faire en plus du module CryptoRacer un coaching sur le setup idéal pour être bon côté cybersécurité appliqué à la crypto. Alors, j'ai fait un coaching à ce sujet-là. Attends que je reprenne le calendrier pour te dire à peu près. J'ai fait, ça doit dater d'il y a 2-3 ans, mais je vais en refaire un. C'était le 29 avril 2023 que je l'ai fait. J'en ai fait un coaching juste à ce sujet-là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, j'ai d'autres sujets. Vous connaissez instruction d'accompagnement, vous avez déjà le planning de voir ce qu'on va proposer. En ce moment, on est pas mal en train de travailler avec l'IA pour performer dans les cryptos. Mais pourquoi pas? Je me le note de côté et avec grand plaisir, on pourra voir ça. Après, l'idée étant toujours de trouver le juste milieu entre vous faire quelque chose de trop technique qui va être difficilement applicable et quelque chose de trop léger. Mais ouais, pourquoi pas. Et pour ceux qui sont intéressés par l'accompagnement, c'est pareil, le lien est directement en description. Et en fait, vous pouvez voir ce qu'on fait en temps réel, que ce soit nos stratégies, nos portefeuilles. On vous explique des thématiques en profondeur. Et surtout, on fait les analyses. Quand on présente un projet, on fait l'analyse complète, même si c'est un projet qu'on n'a pas forcément en portefeuille. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. C'est un abonnement qui est mensuel. Vous pouvez essayer un mois. Ça ne vous plaît pas, vous partez. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour ça. Et surtout, on est une communauté. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes de l'accompagnement qui sont encore présents ici aujourd'hui. Je vous ai découvert il y a environ 8 mois, puis j'ai fait le tour des influenceurs crypto. Vos conseils sont les seuls qui me sont restés. Je recommande aux gens de se former chez vous. Exactement. Merci, avec grand plaisir. Nous, on est là pour rester sur le très très long terme. On l'a toujours dit, ça fait déjà 7 ans qu'on est avec vous. On était même là avant dans le secteur des cryptos. Et on essaie de vous transmettre ce qu'on sait, ce qu'on a appris et d'échanger, d'être le plus factuel possible. On peut faire des erreurs, on n'est pas parfait, mais on essaie de vous en apprendre le plus possible.